Bonjour et bienvenue à ce nouveau visio-rendez-vous CapForm Senior. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment maintenir nos capacités physiques avec le vieillissement. Alors, il va falloir d'abord se donner un objectif à notre démarche. Et l'objectif qu'on va se fixer, c'est de garder son autonomie le plus longtemps possible. C'est-à-dire conserver une bonne qualité de vie dans son environnement, mais aussi prévenir des situations qui réduisent de dépendance, qui réduisent les limitations fonctionnelles et nos incapacités. J'entends par incapacité pas seulement une incapacité globale qui nécessiterait une assistance plus assidue, mais aussi ces petits renoncements que nous nous imposons parce que nous ne sentons pas aptes à réaliser certaines actions, certaines démarches que nous aimerions faire et qui nous apporteraient de la satisfaction. Pour cela, nous devrions dans un premier temps, tenter d'être en forme quel que soit l'âge. C'est-à-dire, dans un premier temps, combattre la sédentarité, être le plus actif possible dans sa vie quotidienne. Mais pas seulement cet objectif-là, mais aussi y associer l'objectif d'améliorer ou de maintenir sa condition physique le plus haut possible. Aussi un élément qui est rarement abordé, mais qui me paraît très important, c'est se placer en prévention de l'impact du vieillissement, c'est-à-dire lutter contre les diminutions annoncées, qu'elles soient physiques, physiologiques ou cognitives. C'est donc s'inscrire dans une stratégie préventive tout au long de sa vie. Ce qui est important, c'est à travers ces trois affirmations, ce qui vont orienter aussi notre démarche, c'est qu'il n'y a pas d'âge rédhibitoire pour commencer à pratiquer une activité physique et sportive. Nous pouvons progresser à tout âge. Et surtout qu'une qualité physique qu'on ne sollicite pas, qu'on n'entraîne pas, régulièrement décroît plus rapidement. À ce stade, je vais faire une différence entre deux termes. Le terme d'activité physique, largement employé, et l'activité physique et sportive, un peu moins employée. L'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui va sortir d'une dépense énergétique de repos, c'est-à-dire une dépense énergétique presque nulle. Comme je l'ai dit précédemment, c'est être suffisamment actif dans son quotidien, que ce soit au travail, dans ses tâches domestiques, dans ses loisirs. L'activité physique et sportive aura un autre objectif, un autre but. Ça sera tout exercice qui va viser l'amélioration ou le maintien de sa condition physique. Ça va nous obliger à s'inscrire avec méthode dans un processus d'entraînement des qualités physiques. Alors maintenant, nous allons voir les différentes qualités physiques et surtout tenter de les relier à des éléments de santé, voire de lutte contre l'impact contre le vieillissement. Tout d'abord, la coordination. La coordination, ça va être d'organiser ses contractions musculaires pour tenter de réaliser un geste avec la plus grande efficience possible. C'est-à-dire le réaliser à la fois avec efficacité et économie d'énergie. Plus on économisera d'énergie dans la réalisation de nos mouvements, plus cette énergie restera disponible pour réaliser d'autres actions. Mais il n'y a pas de coordination sans proprioception. La proprioception est à l'origine des qualités de coordination. La proprioception, c'est repérer son corps dans l'espace. C'est également ressentir la direction, la force, la vitesse, l'accélération, l'amplitude du mouvement que l'on va donner. On voit donc que la proprioception va jouer un rôle capital dans la sensation d'équilibre et dans le maintien de cet équilibre et donc dans la prévention des chutes. Nos qualités de proprioception diminue avec l'âge. C'est pour ça qu'il faut là aussi les entraîner. De quelle manière on peut y faire face? Tout d'abord, en réalisant des exercices spécifiques d'équilibre. Dans l'avenir, nous allons tourner certaines vidéos d'exercices que nous mettrons en ligne sur le site CapForm. Ces vidéos seront très certainement disponibles courant janvier 2024. Pour que vous puissiez vous emparer de certains exercices et à vos tours les réaliser chez vous, peut-être dans l'entraînement de différentes qualités physiques, ce qui sera vrai pour des exercices d'équilibre, sera vrai également pour des exercices qu'on verra tout à l'heure de renforcement musculaire. Donc des exercices spécifiques d'équilibre.
Mais aussi, ce qui me paraît le plus important, c'est que quand on va réaliser ces exercices, que ce soit d'équilibre ou n'importe quel autre mouvement, on soit dans une certaine intériorité qui va nous permettre de ressentir ce qu'on fait. C'est-à-dire, où est mon coude? Comment sont mes appuis au sol? Est-ce que mon ventre est rentré ou non? En fonction du mouvement qu'on doit réaliser et de la réussite qu'on doit mettre donc, dans nos actions, dans nos intentions, il faut venir tenter de ressentir, donc venir sur une certaine intériorité pour pouvoir avoir cette sensation de ressenti. En effet, nous avons des capteurs sensitifs qui sont situés dans la peau, dans nos tendons, dans nos ligaments, dans nos muscles, et qui envoient une sensation, un retour sensitif au cerveau pour qu'à son tour, le cerveau envoie un ordre moteur pour faire la meilleure réalisation possible du geste que nous sommes en train d'effectuer. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire quand on réalise un exercice. La souplesse. La souplesse, on va dire que c'est réaliser un mouvement avec la plus grande amplitude possible. Évidemment, nous perdons aussi des capacités de souplesse avec l'âge parce que nos articulations deviennent plus raides. Nos ligaments nos tendons deviennent plus durs, moins souples, s'étirent moins, ainsi que nos muscles également perdent en souplesse. Il faut donc là aussi passer par des exercices de deux ordres, soit des exercices de mobilité articulaire où on va venir solliciter la rotation, solliciter l'articulation dans toutes ses possibilités de mouvement, et également faire des exercices spécifiques d'assouplissement. Là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des exercices seront filmés et mis à votre disposition dans l'avenir. Maintenant, on en vient à la vitesse. Alors la vitesse, c'est sûr que ce n'est pas une qualité physique qu'on associe particulièrement au vieillissement, et de fait, effectivement, on perd nos capacités de vitesse relativement tôt. On va dire que c'est la capacité à accomplir des actions motrices dans le temps le plus court possible. Mais là aussi, on perd des qualités de vitesse, d'abord parce que c'est une qualité complexe, qui a à voir avec de la technique, qui a à voir avec de la force, et donc, on le verra, on perd nos qualités de force également avec l'âge. Mais on va voir également qu'on perd des capacités neurologiques, neuromusculaires, qui vont faire que la qualité de notre sollicitation va diminuer aussi en possibilité d'intensité. On va perdre également, à travers la perte de notre masse musculaire, des fibres qui vont nous permettre, des fibres particulières qu'on appelle les fibres rapides, et qui vont nous permettre d'effectuer des gestes d'une grande puissance et qu'on va recruter plus particulièrement quand on est dans des exercices de vitesse. Alors, est-ce qu'on ne doit pas entraîner la vitesse en prenant de l'âge? Eh bien, je pense que si, parce qu'on va pouvoir définir plusieurs types de vitesse, et notamment la vitesse gestuelle, c'est-à-dire essayer d'effectuer le plus grand nombre de mouvements en un temps le plus court. Donc, cette vitesse, cette fréquence gestuelle, on peut tout à fait l'entraîner, quel que soit l'âge, il n'y a aucune difficulté à le faire, et surtout, on peut le faire en restant tout à fait en sécurité. On peut également venir solliciter la vitesse de réaction, c'est-à-dire qu'à un signal, qu'il soit un signal sonore, un signal visuel, on va se mettre dans un état, dans un premier temps, de concentration, et dès que le signal est annoncé, eh bien, on va essayer de se mobiliser le plus rapidement possible. Donc, à travers ces deux types d'exercices, nous allons tenter de restreindre cette perte au niveau de nos qualités de contraction et de maintenir le plus possible, le plus longtemps possible, solliciter malgré tout une certaine forme de vitesse. Et on en vient maintenant aux deux qualités physiques qui me semblent être le plus important pour maintenir son autonomie. Les capacités cardio-respiratoires, c'est-à-dire entretenir son souffle, et les capacités musculaires, rester le plus longtemps robustes. On va commencer par les capacités respiratoires. Je vais être amené donc à définir deux termes qui sont différents. Le terme de consommation maximale d'oxygène et également le terme plus connu d'endurance.
Donc, avec plusieurs petits schémas, je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe au niveau physiologique et pourquoi derrière, ça induit des intentions volontaires de sollicitation à certaines intensités. Tout d'abord, pour créer du mouvement, il faut produire de l'énergie au sein de la cellule musculaire. Jusqu'à une certaine intensité, cette énergie va être produite à partir des substrats énergétiques que sont les glucides, les lipides, issus principalement de notre alimentation. Mais pour ce faire, il va falloir que ça se fasse en présence d'oxygène. Donc l'une des problématiques de l'organisme, ça va être d'amener le plus d'oxygène possible aux muscles pendant l'effort. Donc on va voir que, bien évidemment, à travers l'inspiration, l'oxygène va rentrer dans les voies respiratoires, passer des bronches aux bronchioles, aux alvéoles pulmonaires. Et ici, l'oxygène va sortir du poumon pour rentrer dans la circulation sanguine. Il va venir se fixer principalement aux globules rouges et donc va être véhiculé à travers la circulation sanguine jusqu'à nos organes, jusqu'à nos muscles en activité. Donc il va passer des poumons jusqu'au cœur et à chaque contraction cardiaque, eh bien, une certaine quantité de sang va être chassée dans la circulation générale et venir jusqu'aux muscles actifs pendant qu'on est en train de faire un effort pour créer la contraction. Arrivé au muscle, eh bien, cet oxygène va sortir de la circulation sanguine par échange, va rentrer dans la cellule musculaire et va aller dans un petit élément qu'on appelle la mitochondrie, qui vont être un peu nos usines à production d'énergie. Avec ce schéma, on va essayer de comprendre comment se passe l'évolution de la consommation d'oxygène avec l'effort. Vous allez retrouver ici, en abscisse, l'intensité de l'effort. Donc on va démarrer un effort, on va dire qu'on se met à marcher, de marcher de plus en plus vite, on trottine de plus en plus vite, on se met à courir et on court de plus en plus vite. Donc une évolution de l'intensité de mon effort. Ici, vous allez retrouver en ordonnée le niveau de consommation d'oxygène dont l'unité est en millilitres par minute par kilo. La consommation d'oxygène qu'on peut appeler également le VO2 max. Qu'est-ce qu'on va constater? Évidemment, on ne va pas démarrer à zéro parce que au moment de notre départ, on est quand même en vie, donc on consomme évidemment déjà une certaine quantité d'oxygène. Et on va constater qu'en même temps que notre effort va augmenter, eh bien, on va voir une augmentation progressive de la consommation d'oxygène pour faire face à l'effort, à l'intensité de l'effort à laquelle on est. Sauf qu'il arrive un moment, même si l'intensité de mon effort continue à augmenter, eh bien, ma consommation d'oxygène va stagner. Mon organisme n'est plus capable de capter, de transporter et d'utiliser une quantité d'oxygène supérieure. C'est ce qu'on va appeler la consommation maximale d'oxygène ou le VO2 max. Il faut savoir qu'on atteint sa fréquence cardiaque maximale quand on atteint sa consommation maximale d'oxygène. Donc, à l'atteinte de cette consommation maximale d'oxygène correspond une intensité, une puissance. Si je vous demandais de vous mettre à cette intensité-là, ça pourrait être une vitesse de déplacement, et de démarrer votre effort à cette vitesse et d'essayer de la tenir le plus longtemps possible. Eh bien, vous ne pourriez la maintenir qu'entre 4 et 8 minutes. Et pour la maintenir 8 minutes, il faut déjà être un athlète particulièrement entraîné. Donc on va dire qu'on va pouvoir la tenir entre 4 et 6 minutes. Ce qu'on sait également, c'est que pour venir solliciter cette consommation maximale d'oxygène et solliciter son endurance, l'endurance qu'on définira comme un pourcentage de mon maximum, de mon 100% de consommation, que je vais tenter de tenir le plus longtemps possible. Donc l'endurance, ce n'est pas seulement quelque chose qui est toujours lent et qui va durer excessivement longtemps, mais il y a ce rapport entre la vitesse et le temps de maintien à cette vitesse donnée. Donc, encore une fois, pour pouvoir créer des adaptations favorables au niveau physiologique et créer des progrès au niveau de notre puissance du système cardio-respiratoire, nous allons devoir faire des efforts qui vont se situer entre 70% de ce maximum et 100% de ce maximum. Ça induit donc
que tout ne se vaudra pas en termes d'intensité d'effort pour créer des adaptations, mais qu'il va falloir venir cibler certaines intensités avec derrière, évidemment, certaines intentions de développement et d'adaptation. Alors, pourquoi j'insiste sur l'importance de cette consommation maximale d'oxygène? Eh bien, là, vous allez retrouver un schéma qui vient compiler plusieurs études au niveau international qui ont été faites et où on a tenté d'évaluer les consommations maximales d'oxygène des populations, hommes-femmes, quel que soit l'âge, et de voir l'évolution pour juger ce qui était ici, que vous allez retrouver en bleu plus clair, une consommation maximale d'oxygène jugée faible. Ici, en vert plus soutenu, une consommation jugée excellente. Et à la suite de ça, on vient comparer des populations. Une population jugée sédentaire, je répète, on ne fait rien. On n'est même pas actif dans notre vie quotidienne. On passe énormément de temps assis, couché. Et une population jugée entraînée. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien que on atteint ce qu'on appelle le seuil de dépendance qui est matérialisé ici sur le schéma par ce trait horizontal en pointillé, qu'on fixe généralement à 15 ml par minute par kilo. Ce seuil de dépendance, c'est vraiment, quand on en est là, c'est vraiment que tout effort coûte énormément. On a beaucoup de difficultés à soutenir cet effort. On récupère très peu de cet effort. En tout cas, il nous faut longtemps pour en récupérer. Donc, on restreint considérablement notre activité. Eh bien, on constate que ce seuil de dépendance, statistiquement, eh bien, il est atteint chez les personnes sédentaires à 75 ans, alors qu'il est atteint chez des personnes dites entraînées à 90 ans. Donc, on voit bien tout l'intérêt dans notre démarche même de santé, de venir chercher l'amélioration de cette consommation maximale d'oxygène. Je l'ai déjà un peu abordé, une consommation faible, ça va être des difficultés à soutenir un effort intense, ça va être une diminution de nos capacités de récupération entre les efforts, il va nous falloir plus de temps pour récupérer du moindre effort, ça va être augmenter notre fatigabilité. J'essaye tout le temps d'illustrer ça en disant, ben voilà, vous êtes devant, mettons, 4 paliers d'escalier d'une vingtaine de marches chacun, et puis il faut malheureusement que je suis obligé de les gravir. Comment je vais les gravir? Est-ce que je vais avoir, si je peux mécaniquement, la force et la possibilité au niveau cardio-respiratoire de les franchir en courant? Ou est-ce que je vais les monter simplement en marchant? Est-ce que je vais être obligé de reprendre mon souffle entre chaque palier, ou voire même, est-ce que même mon premier palier de 20 marches va me coûter trop et je vais être déjà obligé de prendre un temps de récupération à mi-chemin pour pouvoir continuer mon effort. Donc c'est sur des choses par moments du quotidien, comme ça, dans nos déplacements, dans notre possibilité d'enchaîner des tâches les unes après les autres, que va se manifester notre capacité cardio-respiratoire et notamment le niveau de cette consommation maximale d'oxygène. À savoir, bien sûr, que cette consommation maximale est influencée, on l'a compris, par la sédentarité. Plus je serai sédentaire, moins elle sera élevée. Et puis par le vieillissement, parce qu'il y a une décroissance naturelle de cette consommation maximale d'oxygène avec l'âge. Cette décroissance, on a tenté de l'évaluer et on dit que chez les sédentaires, à peu près à partir, on va dire, de 25 ans, peut-être 30 ans, elle chute à peu près de 10% tous les 10 ans. Alors que chez les sportifs, la chute va être moindre et elle va chuter simplement de 5% tous les 10 ans. Donc on voit bien là aussi l'intérêt de venir sur une activité physique et sportive pour pouvoir agir et la maintenir le plus haut possible. Avec ce petit schéma aussi, c'est pour tenter d'expliquer quels sont les effets de l'entraînement. J'entends par entraînement chaque exercice qu'on va faire. Si je reprends l'exemple de mes escaliers, je vais appeler entraînement. Pourquoi pas, je monte un palier, je redescends en marchant, je redescends lentement, je remonte mon palier. Peut-être que je vais le répéter 5 fois. Je vais faire ça 2 séries de 5 fois. C'est déjà un entraînement.
Sur quoi ça va agir quand on est sur l'entraînement du système cardio-respiratoire? Ben, ça va d'abord agir sur ce qu'on appelle le débit cardiaque maximum. Le débit cardiaque, ça va être la quantité de sang que vous allez éjecter à chaque contraction cardiaque, multipliée par votre fréquence cardiaque maximale par unité de temps, on va dire par minute. Ce qui fait que vous allez éjecter un volume de sang maximal sur une minute. Plus ce volume va être important, l'oxygène étant transporté par le sang, ben plus nous allons pouvoir amener de l'oxygène aux muscles. L'entraînement ne joue pas sur la modification de sa fréquence cardiaque maximale. Elle va descendre avec l'âge et l'entraînement ne va pas modifier ça. Par contre, l'entraînement va modifier la quantité de sang, le volume de sang que vous allez éjecter à chaque contraction cardiaque. Donc, à la sortie, augmenter le débit cardiaque. Pourquoi? Parce qu'un cœur entraîné, ça va être un cœur plus gros, dont les parois vont être plus épaisses, un cœur plus puissant, qui fait qu'à chaque contraction cardiaque, il va pouvoir se contracter avec plus de force et donc chasser plus de sang dans la circulation générale. Il y aura moins de sang résiduel à l'intérieur du ventricule gauche. C'est là où la modification est la plus importante par l'entraînement. Mais il y a aussi des modifications au niveau local, c'est-à-dire au niveau des muscles, avec un certain entraînement en endurance active, je repréciserai ces termes tout à l'heure, eh bien nous allons pouvoir augmenter, améliorer, voire maintenir la densité capillaire, c'est-à-dire de notre réseau sanguin au niveau du muscle. Plus ce réseau va être étendu, plus je vais pouvoir diffuser de l'oxygène à l'intérieur du muscle. Et va venir également modifier ce qu'on appelle le pouvoir oxydatif du muscle. Je vous parlais tout à l'heure que la production d'énergie se faisait au sein de la mitochondrie. Eh bien, l'entraînement va modifier les mitochondries. Elles vont devenir plus grosses, donc mon usine va devenir plus grande, va pouvoir faire plus de production d'énergie. Elles vont augmenter également en nombre. Et puis, on va augmenter ce qu'on appelle les enzymes oxydatives, c'est-à-dire que pour produire l'énergie, mettons dans la dégradation de ma molécule initiale de sucre, eh bien, dans les chaînes chimiques qui vont se faire au fur et à mesure et avec des productions d'énergie à certaines étapes, eh bien, il y a l'intervention aux différents étages d'enzymes différenciées. Eh bien, le taux de ces enzymes va augmenter également par l'entraînement, donc on va améliorer la puissance du système. Donc on voit bien que derrière l'activité, si on veut mobiliser au niveau cardio-respiratoire, là encore, il y a des intentions précises qui sont données, même si elles ne sont pas tout le temps exprimées quand on demande à faire un exercice. C'est toujours pour un coach avec une intention de venir solliciter plus particulièrement tel élément et tel élément, parce qu'on sait qu'à terme, avec de la régularité, on va pouvoir faire des adaptations favorables, donc augmenter la puissance générale de notre système. Alors maintenant, on peut se dire, mais à quelle intensité il faut que je vienne faire mes efforts pour pouvoir créer ces adaptations? L'idéal serait de prendre comme repère, on va dire, la fréquence cardiaque. C'est même un autre concept qui serait la fréquence cardiaque de réserve, qui est l'écart entre votre fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos, c'est-à-dire c'est là où les battements cardiaques sont disponibles pour pouvoir produire un effort. Et on dirait que, mettons, 70% de notre fréquence cardiaque de réserve égale 70% de notre consommation maximale d'oxygène. Il ne resterait plus donc qu'à contrôler où est-ce qu'on en est de notre fréquence cardiaque pour savoir à quelle intensité on est en train de fournir un effort. Simplement, d'une façon extrêmement pragmatique, eh bien, je pense qu'il faudrait que pour cela, chacun d'entre vous passe par la réalisation d'un test à l'effort pour contrôler sa fréquence cardiaque maximale, et puis que pendant la réalisation de l'exercice que vous êtes en train de faire, eh bien, vous ayez le même appareillage, un appareillage digne de confiance en termes d'indication des constantes, ce qui n'est pas forcément le cas d'une montre au poignet, et puis que vous soyez en train de regarder à quelle intensité je suis.
Je pense que si je vous donnais ça comme conseil, il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient déjà démotivés et qui diraient non, je ne vais pas rentrer dans cette démarche-là. Et vous auriez raison, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir cerner à peu près les intensités d'effort à laquelle il faut qu'on travaille pour pouvoir créer les adaptations. Ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de vous appuyer sur ce repère, encore une fois sensitif, c'est-à-dire de votre propre évaluation, de vos propres sensations sur la fréquence ventilatoire. Plus il va falloir amener de l'oxygène aux muscles pour soutenir des efforts de plus en plus importants, plus notre essoufflement va augmenter, plus notre fréquence ventilatoire va augmenter. Et c'est donc ce repère-là qu'on va prendre. Alors ce petit tableau pour dire, j'ai mis 6 intensités qui vont aller d'une intensité basse jusqu'à une intensité proche de sa consommation maximale d'oxygène avec quelques repères. Quand je suis à des intensités 1, voire 2, je suis dans ce qu'on va appeler de l'endurance fondamentale. Il n'y a pas réellement de sollicitation aérobie efficace, surtout dans des marches lentes à intensité 1. On va commencer à créer des adaptations un peu plus favorables. Quand on va passer à une intensité 3, on va commencer à rentrer dans l'endurance active. Et comment on va pouvoir le remarquer? C'est-à-dire que mon essoufflement, là où sur une intensité 1 à 2, je suis très peu essoufflé, là, en une intensité 3, mon essoufflement va commencer à augmenter. Mais je vais pouvoir faire des phrases complètes. Je suis avec un ami, une amie, et je marche ou je cours, pourquoi pas, et je peux tenir cette conversation, mais par contre, je suis obligé de temps en temps de reprendre un peu mon souffle. Les phrases, c'est pas un flot de paroles, elles sont un peu espacées. Je vais augmenter d'intensité, je commence à ventiler plus fortement, et je peux dire là aussi quelques phrases, mais elles deviennent de plus en plus espacées, de plus en plus saccadées. Je vais encore augmenter mon intensité, je vais avoir une ventilation plus forte, et là où je pourrais dire des phrases, je ne peux dire que quelques mots. Pareil, quelques mots de plus en plus espacés, et je vais arriver à une intensité 6, où je suis tout à l'effort, tout à la concentration par rapport à ma ventilation, et où je ne peux plus parler pour soutenir l'effort. Et vous l'avez sans doute déjà éprouvé, peut-être ne serait-ce qu'en marchant en nature, et puis à un moment se dresse devant vous une pente importante, et bien là, si vous étiez en train de discuter avec le copain ou la copine, et bien d'un coup, on parle de moins en moins, et puis peut-être qu'à la fin de la côte, on ne parle plus du tout parce qu'on est tout à notre essoufflement. Et donc c'est cette gamme d'intensité qu'on va essayer d'aller rechercher à travers l'entraînement pour solliciter le système cardio-respiratoire sur l'ensemble de cette échelle. Pour vouloir solliciter plus spécifiquement, j'ai mis PMA, c'est la puissance maximale aérobie, c'est la puissance, la vitesse, que je vous ai dit tout à l'heure sur le schéma, à laquelle on atteint sa consommation maximale d'oxygène. Eh bien, nous allons plutôt nous situer sur des intensités entre 5 et plus particulièrement 6, qui vont se situer, on va dire, entre 90% et 100% de cette consommation maximale d'oxygène. Pour pouvoir se faire comme l'intensité est importante, on va utiliser un travail fractionné, c'est-à-dire des temps d'effort avec des temps de récupération. Les fractions d'effort seront courtes pour pouvoir tenir une intensité d'effort. Les récupérations entre ces efforts seront courts, inférieurs à 1 minute, pour maintenir la fréquence cardiaque haute pendant la phase de récupération. Si je prends comme exemple la marche, même une marche rapide, et que je suis sur du plat, il y a très peu de chances qu'on puisse atteindre ce niveau d'intensité-là. On sera limité peut-être par des facteurs mécaniques qui font qu'on sera essoufflé, bien entendu, mais on ne sera peut-être pas à, je ne peux dire que quelques mots saccadés, à je ne peux plus parler. Pour ce faire, on va falloir donc augmenter l'intensité de l'effort. Et comment on va pouvoir le faire toujours en restant dans des exercices de marche? C'est déjà en utilisant des terrains variés, c'est-à-dire des terrains vallonnés qui vont permettre justement d'augmenter un petit peu la difficulté par un terrain plat. Et puis, surtout, utiliser de la marche en côte, utiliser des pentes ou des escaliers. Voire une autre méthode va être, pareil, sur soit terrain varié, soit côte, soit escalier,
de venir associer des temps de marche active avec des temps de renforcement musculaire. Si nous voulons solliciter plus particulièrement l'endurance, c'est-à-dire une intensité submaximale que l'on va essayer de tenir le plus longtemps possible, s'entraîner à tenir plus longtemps possible, eh bien on va être sur des intensités plutôt entre 3, 4, voire 5, voire on va dire on peut atteindre jusqu'à 5, et on va utiliser des fractions moyennes à longues, c'est-à-dire des temps d'effort qui vont aller peut-être de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, avec des récupérations là aussi courtes, malgré tout un peu plus longues que dans le premier exemple. Enfin, ça dépend, mais on va dire, pour commencer, peut-être aller à des temps de récupération qui vont être égales à la moitié de son temps d'effort, voire au quart de son temps d'effort. Là encore, pour que pendant la phase de récupération, la fréquence cardiaque ne chute pas trop. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser des efforts que je qualifie en continu, qui vont être des efforts de 15 à 30 minutes, par exemple, où on va se mettre à une certaine intensité. Par exemple, je peux dire que quelques phrases, et je vais essayer de maintenir cette cadence pendant mes 15, mes 20, mes 30 minutes, sans discontinuer. On va en arriver maintenant sur les capacités musculaires, notamment la force et l'endurance de force. On va définir l'endurance de force comme une répétition de force, d'intensité de force submaximale. Là encore, ça va être, si je prends toujours l'exemple de mes escaliers, quand il faut que je gravisse mes 4 paliers de 20 marches chacun, je fais appel à mon endurance de force. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une perte de la masse musculaire dès 30 ans qui va se traduire par une perte de force. Cette diminution, elle est approximativement de 5% par décennie. On sait qu'elle s'amplifie, elle s'accélère après 60 ans, certains disent même 50 ans, et elle s'accélère encore après 80 ans. Là, on peut en déduire malgré tout qu'il reste quelque chose à faire entre 60 et 80, par exemple. Alors, pourquoi on perd cette masse musculaire? Eh bien déjà parce qu'on a une dégradation de la synthèse de nos protéines, une dégradation des protéines, qui est supérieure à la synthèse des protéines. On dégrade plus de protéines pour faire de la masse musculaire qu'on en produit. Et puis également parce que je vous disais tout à l'heure qu'on avait des fibres dites rapides pour faire des exercices un peu plus en puissance et des fibres qui vont se fatiguer moins rapidement mais qui vont pouvoir tenir l'effort plus longtemps, eh bien on perd ces fibres rapides en priorité. Et on les perd par dégradation de notre qualité au niveau du neurone qui vient solliciter les fibres musculaires pour les contracter. Donc c'est plutôt ces fibres qui vont disparaître et puis on va trouver donc ce qui va venir modifier la répartition de notre poids, où on va avoir peut-être plus de masse grasse que de masse maigre, alors qu'à une époque de notre vie c'était l'inverse. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que les exercices d'endurance, par exemple, ne suffisent pas à venir contrer la dégradation des performances musculaires. Dit autrement, eh bien, ce n'est pas de marcher, de faire des exercices d'endurance, d'être le plus actif possible. Évidemment, va faire qu'on garde un capital musculaire. Je l'illustre en disant que, voilà, on a un accident, on est obligé d'isoler une jambe, on va voir que 3 semaines après, la jambe qui n'a pas été en activité, on a une fonte musculaire alors que l'autre, on a maintenu sa musculation. Donc ça prouve bien qu'on maintient un capital musculaire. Mais en revanche, si on veut essayer de limiter le plus possible cette diminution de force, eh bien, il va falloir passer par des exercices contre-résistance. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que on perd
plus de force en proportion qu'on va perdre de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que, je l'ai un peu abordé, c'est la qualité d'excitation neuronale qui va diminuer. Donc, pour pouvoir essayer de réduire le plus possible cette perte de force, eh bien, il va falloir passer par des exercices contre-résistance, soit à poids de corps, soit en utilisant des poids additionnels, ça pourra être des haltères, des barres lestées, des medicine balls, des bouteilles d'eau. Et là aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a déjà des exercices qui existent sur le site Capform Senior, dans les sciences vitalité, dans le programme d'Hommeform, mais on filmera également des exercices isolés pour que vous puissiez vous en emparer et les faire à votre tour. Alors, maintenant, je vais faire appel à Fabien qui va venir démontrer quelques petits exercices de renforcement musculaire du bas des jambes. On ne va pas passer maintenant ce temps à développer tout un tas d'exercices, il y en a de multiples, mais c'est pour dire, en restant simple, eh bien, on peut tout à fait venir solliciter. Vous voyez derrière sur l'écran, eh bien, l'exercice de squat. Alors l'exercice de squat, je vais demander à avoir les pieds parallèles, écart à peu près la largeur des épaules, et puis on va venir se baisser en amenant les fesses sur l'arrière et surtout en essayant de maintenir son dos droit. Pour ne pas enrouler son dos, eh bien on peut avoir la stratégie de garder son regard à l'horizontale, et puis on va évidemment soit maintenir la position, je suis en isométrie, soit remonter. Tu peux peut-être en refaire un, voilà, et puis et utilise tes bras en remontant avec les épaules relâchées. Voilà, donc on va veiller à avoir le pied bien à plat au sol avec un talon qui ne se décolle pas pendant l'exercice. Si vous avez des problèmes fonctionnels au niveau du genou, eh bien vous allez descendre. Vous allez descendre en limitant peut-être votre flexion là où vous savez que vous pouvez aller sans créer de douleur particulière, et puis vous allez pouvoir remonter. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a une possibilité évidemment de venir prendre avec les mains appui sur la table, voilà, comme ça. On va venir ici par exemple et on va se rapprocher de la table. On va se rapprocher de la table et on va amener les fesses sur l'arrière, là aussi, en gardant dos droit, regard à l'horizontale. Ça va vous aider, on essaie de ne pas utiliser la force des bras pour remonter et ça va vous mettre en sécurité. On peut augmenter cette sécurité, si vous voulez, en mettant, pourquoi pas, derrière une chaise et qui fait que si vous sentez, pourquoi pas en difficulté de vous relever, vous allez pouvoir prendre appui sur la chaise. Voilà pour le squat. On va pouvoir faire, alors moi j'appelle ça des squats sumo avec un écart latéral. On va partir sur un écart de pied toujours parallèle, un écart de pied largeur bassin. Donc on va rapprocher un tout petit peu les pieds ici. On va les rapprocher. On va avoir cette volonté de tourner la pointe de pied plus volontairement sur l'extérieur, vous voyez, à 10h10, et puis on va engager une jambe sur un côté, venir comme un squat et remonter pour reprendre sa position. Donc on va pouvoir le faire en utilisant à chaque fois la même jambe. Ça veut dire qu'on va créer une fatigue musculaire plus importante sur un même nombre de répétitions, ou on va pouvoir le faire en engageant un coup une jambe, un coup une autre jambe. On peut utiliser ses bras, et donc on va venir solliciter un peu plus aussi sa coordination gestuelle dans la réalisation de l'effort. Là également, on peut se mettre en sécurité si on veut avec un appui. On n'utilisera pas ses bras, mais un appui sur la table. On va pouvoir faire des exercices de fente. Donc fente, je vais demander à partir là aussi avec des pieds largeur bassin, le rapprocher un tout petit peu. Voilà, tu le rapproches un petit peu. Et on va avancer d'un pas. Plus l'amplitude de ce pas va être important, plus la fente va être exigeante. Et puis je vais demander de venir baisser le genou de la jambe arrière à la verticale. Voilà.
et on remonte. Et on peut utiliser aussi cette coordination bras-jambes qui va venir amener ce petit plus. Là encore, ça va venir faire appel aussi à déjà une petite capacité d'équilibre. Et si on est en difficulté dans cette position, qu'on sent déjà un petit déséquilibre, eh bien on peut tout à fait venir prendre appui sur une table et réaliser l'exercice qui va isoler plus particulièrement le travail de renforcement musculaire. Une variante à cette fente, ça va être la fente avant. Donc là, vous allez partir avec, toujours pareil, les pieds largeur bassin, et vous allez avancer d'un pas, puis revenir. J'avance d'un pas, je descends mon genou de la jambe arrière et je reviens. On refait, j'avance d'un pas, je descends mon genou de la jambe arrière, je reviens dans la même position initiale, mes pieds parallèles. Là encore, alors, on peut vraiment y ajouter là un travail de coordination plus important en variant aussi, en avançant un coup droit, un coup gauche et en mettant la coordination bras-jambes. On va essayer pour voir s'il y arrive. Ah, j'ai mis la pression. Non, c'est bien. Voilà, il est coordonné, c'est bien, il y avait cette coordination. Donc on voit bien que sur un exercice qui est de façon prédominante axé sur du renforcement musculaire, eh bien on peut y mettre aussi d'autres éléments de la condition physique. Voilà pour la fente avant. Un exercice simple, là aussi, c'est de monter sur pointe de pied pour venir, c'est-à-dire venir décoller ses talons pour venir solliciter ses mollets. On veillera pendant l'exercice à ce que son épaule, sa hanche, le bassin et sa cheville soient alignés. Pour ça, on va pouvoir rentrer son ventre, garder son ventre rentré, aspirer son nombril à l'intérieur et puis on monte. Là aussi, comme quand on va se retrouver en pointe de pied, on va solliciter déjà cette sensation et notre équilibre. On peut tout à fait venir prendre appui, s'il le faut, pour être plus en sécurité dans un premier temps. Et le fait à un moment de lâcher la table, eh bien, ça voudra dire, peut-être parce que vous aurez fait des exercices d'équilibre par ailleurs, que vous aurez progressé là-dessus. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que c'était pour vous dire ça. Vous voyez, je ne sais plus, 4-5 exercices. Une fois que vous les avez maîtrisés dans leur réalisation, eh bien sûr, il en existe plein de variantes, plein d'autres, mais déjà, fonctionner avec ceux-ci et les faire régulièrement, ça sera déjà un progrès sans doute pour vous si vous en faites jamais. Et on verra peut-être comment les répartir. On n'en oubliera pas aussi le haut du corps, bien sûr. Alors, je ne vais pas mettre des exercices qui vont solliciter les épaules, le dos et tout ça. Vous les retrouverez là aussi sur des vidéos prochainement. Mais on va attacher aussi une importance à ce qu'on appelle le gainage, c'est-à-dire la force des muscles pour la posture. Et pour dire là aussi que eh bien, ce n'est pas parce qu'on ne va pas pouvoir faire une planche au sol qu'on ne va pas déjà s'exercer à faire une planche. Et on peut partir avec une planche bras tendus, avec appui sur la table. On relâche en avançant une jambe, relâche en avançant une jambe. Voilà, vous voyez où tu relâches, toi en avançant, tu restes en position sur les deux jambes et tu n'avances qu'une jambe par exemple. Voilà, là tu as relâché. Et pour pouvoir remettre en position et retenir. Et là, on va vous dire de tenir, mettons, 4 fois 10 secondes, 4 fois 15 secondes, 4 fois 30 secondes et des choses comme ça. Si on veut accentuer, et ça marquera une progression, eh bien ça va être de venir le plus en direction du sol progressivement. Donc ça va pouvoir être de venir prendre appui ici sur bras fléchis sur la table avec la même demande en termes de réalisation de l'exercice. Et puis si on est encore à l'aise avec ça, eh bien on va pouvoir peut-être venir utiliser la chaise et prendre appui. Alors vous mettez-la bien en sécurité. Faites attention évidemment que la chaise ne parte pas sur l'arrière, donc vous pouvez peut-être venir faire appui ou bloquer derrière. Et vous allez pouvoir aussi venir voilà, en bras fléchis sur la chaise. Et on voit bien que de cette première position jusqu'ici, là, l'exercice est plus dur et vous avez marqué une progression sur cette capacité à solidifier vos muscles posturaux. Voilà, merci Fabien pour cette petite démonstration. Et encore une fois, donc vous pourrez retrouver tout ça parce que l'un des objectifs que nous nous sommes fixés,
c'est que bien sûr que vous pouvez être en club, avoir des coachs et tout ça c'est bien, mais vous avez aussi des temps plus faibles chez vous que vous pouvez utiliser ou même à l'extérieur. Et l'idéal serait que vous puissiez vous emparer de certaines choses qu'on met à votre disposition pour vous composer vous-même votre petit programme. Dites-vous bien que même si ça paraît par moments, mais on le verra peut-être plus tout à l'heure, des séances qui vont être courtes, la multiplication de ces séances sur une saison, sur une année, fera que vous aurez fait quand même un certain nombre d'exercices qui ne pourront être que profitables. Alors maintenant, je vais en venir à des préconisations. Préconisations, c'est-à-dire que la base de tout, c'est sortir de la sédentarité. Il vaut mieux bouger un peu que pas du tout. Ça veut dire que vous devez être le plus actif possible dans votre vie quotidienne, que votre condition physique vous le permet, votre condition physique du moment vous le permet. Mais que si ça, c'est déjà appréciable, et si c'est là-dessus que se concentrent généralement les pouvoirs publics dans leurs messages, c'est-à-dire sortez de la sédentarité, ça a déjà un impact efficace sur la prévention de certaines pathologies cardiovasculaires, prévention des risques justement des maladies cardiovasculaires, prévention de certains cancers, voire même accompagnement sur certains types de pathologies comme le diabète. Eh bien, c'est déjà, je dirais, la base, c'est-à-dire c'est peut-être se mettre à niveau de ce que faisaient nos aïeux il y a 2-3 générations avant, où ils le faisaient parce qu'ils étaient moins assistés par les technologies. On était dans des vies soit plus paysannes, soit plus ouvrières, et avec des déplacements moins facilités, et où, d'une façon générale, notre niveau d'activité physique dans notre quotidien était supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. Mais au-delà de ça, et pour se placer, comme je l'ai dit dès le début, dans la prévention de l'impact du vieillissement, il est préférable de dépasser ce seuil et de venir dans une pratique des activités physiques et sportives comme je l'ai défini, c'est-à-dire modifier sa condition physique, cibler les qualités physiques et pour essayer de les renforcer, eh bien, c'est capitaliser sur ces qualités physiques, c'est-à-dire tenter de devenir plus fort, plus résistant. Mais ça, quel que soit l'âge, évidemment, plus on aura eu un passé sans interruption au niveau de son activité physique, plus ça nous paraîtra naturel et plus ça sera facile de continuer à pratiquer, plutôt que si effectivement on a oublié de faire de l'activité physique pendant un grand nombre d'années et qu'on veut s'y remettre. Il faudra s'y remettre, je l'ai dit, on peut progresser à tout âge, mais ça nécessitera là des phases de réadaptation de l'organisme à l'effort avant d'imaginer même des phases de développement de ses qualités physiques. Pour cela, il n'est pas obligatoire que les séances durent longtemps. C'est souvent, pas un alibi, mais je veux dire une raison qui m'est avancée pour dire moi je ferais bien mais je n'ai plus le temps. Effectivement, on a occupé son temps hebdomadaire à différentes activités, travail, famille, je ne sais quoi d'autre. Alors c'est peut-être un peu moins vrai, quoique quand on est retraité, parce qu'il y a beaucoup de retraités, vous le savez, qui sont très actifs dans des associations ou diverses activités extérieures. Mais c'est souvent ça, j'ai pas le temps de faire. Et la première des choses, ça va être justement de se réapproprier des temps de pratique. Et pour ça, il ne faut pas imaginer qu'on a toujours besoin d'avoir 1 heure ou 2 heures devant soi, parce que si je veux aller marcher, ça ne me sert à rien si je ne veux pas marcher 1 heure. Ça, ce n'est pas vrai, il faut casser cette façon de penser. Il vaut mieux partir sur des séances ciblées, plus courtes, et les réaliser plus souvent. Il sera, à mon sens, nécessaire ou plus utile, on va dire, d'inclure des séances que j'appelle mixtes, c'est-à-dire des séances qui vont solliciter dans un même temps le cardio-respiratoire et le renforcement musculaire. J'en détaillerai quelques-unes dans quelques moments. Et puis, il va falloir varier les formes de sollicitation, je l'expliquerai là aussi un peu plus tout à l'heure, pour venir surprendre l'organisme, pour venir favoriser les adaptations et également pour rompre la monotonie de ce qu'on va faire. Un organisme qui fait toujours la même chose, il n'aura aucune raison de créer des adaptations et de progresser. Alors, je vais maintenant détailler certaines séances dites mixtes
pour essayer de vous convaincre que ça peut être des choses à réaliser pour vous. Vous en emparez, vous comprenez comment on peut faire évoluer la séance de base pour progresser. C'est 6 séances que je vais détailler un peu plus. Ça aurait pu en être d'autres, mais c'est pour venir illustrer, mais les associations sont à l'infini. On va dire que là, je vais vous demander peut-être de faire 6 répétitions on va faire 5 squats, comme l'a démontré Fabien tout à l'heure. Et une fois qu'on a fini ces 5 squats, relevés après le 5e, on va partir pendant 1 minute en marchant sur un rythme, on va dire, à pouvoir dire des phrases, mettons, saccadées, par exemple. Alors, soit sur terrain varié, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça favorisera cette intensité d'effort. Si vous ne pouvez pas, sur terrain plat. Et puis, on va pouvoir peut-être prendre 20 secondes de récupération. Donc 5 squats, 1 minute rapide, 20 secondes de récupération, 5 squats, 1 minute rapide, et je vais faire ça 6 fois. Quand on regarde, à la sortie de cette séance-là, on aura fait 30 squats, on aura passé 6 minutes à faire une marche rapide, et la séance, le cœur de cette séance-là, ça va durer 8 minutes 15 approximativement. Donc vous voyez, la séance, elle est courte. 8 minutes 15, même si vous avez fait 5-10 minutes de marche un petit peu avant ou de mouvement sur place pour finir l'échauffement, réactiver un petit peu l'organisme avant de passer à l'effort, on va voir que, allez, au maximum en 20 minutes de temps si vous voulez, vous avez fait une séance qui a sollicité votre cardio-respiratoire à un niveau supérieur que si vous allez marcher pendant 1 heure en parlant avec la copine. Alors comment on va pouvoir venir après marquer des progressions, parce que c'est là où il faut tout le temps faire des évolutions, peut-être pas forcément d'une séance à l'autre, mais en tout cas par cycle, on va dire, il faut faire des évolutions. Et bien là où je faisais 6 répétitions, je peux en faire 7, 8, 9, 10, et puis peut-être qu'une fois que je suis arrivé à 10 répétitions de 5 squats plus 1 minute, je vais pouvoir faire 2 séries de 6 répétitions, et puis 2 séries de 6 répétitions, 2 séries de 7, 2 séries de 8, 2 séries de 9, et on voit que là, plus on va réussir à faire des choses avec un plus grand volume, ça voudra bien dire qu'on est en capacité de soutenir cet effort plus longtemps, et donc on aura travaillé un peu sur notre endurance à une certaine intensité. Je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, venir augmenter le nombre de répétitions de renforcement musculaire. Là où je faisais 5 squats, je vais pouvoir en faire 6, 8, 9, 10 dans la série. Je vais pouvoir aussi jouer sur mon temps de soutien de ma marche rapide. Là où je faisais 1 minute, je peux faire une 15, une 30, 2 minutes. Si on veut maintenir quand même une certaine qualité de marche, ça ne sera peut-être pas nécessaire d'aller au-delà de ces 2 minutes, mais essayer d'y mettre une intensité peut-être supérieure si on le veut. Et puis, dernier élément sur lequel je peux venir jouer, c'est sur mon temps de récupération. Entre mes répétitions, je peux très bien diminuer ce temps de récupération, passer à 15 secondes, à 10 secondes, voire le supprimer carrément, et donc faire 6 répétitions de 5 squats, 1 minute marche, 5 squats, 1 minute marche, 5 squats, 1 minute marche, sans temps de récupération entre. Et donc, vous pouvez jouer sur ces constantes-là, les unes après les autres, pourquoi pas, mais aussi on peut tout à fait jouer à modifier deux constantes d'une séance à l'autre. Au lieu de faire 6 répétitions de 5 squats, je peux faire 7 répétitions de 6 squats. Voilà cet exemple-là pour dire d'une séance de base, qui aurait pu être encore une fois une autre. Bien voilà comment on vient bouger là-dessus, et là vous allez solliciter malgré tout à la fois en cardio et à la fois en renforcement musculaire. Alors je vais en détailler d'autres. Par exemple ici on va se dire tiens, on va utiliser des escaliers et on va faire 2 séries de 5 répétitions mettons je vais faire des montées de genoux marchés devant mes escaliers et je vais gravir mon palier qui aura 13, 15, 20 marches
devant moi. Je les monter avec un bon appui en restant haut, bassin haut, ventre entré. Et puis une fois que je suis arrivé en haut, je redescends lentement mes escaliers et je recommence 10 montées de genoux, mon palier d'escalier. Je vais faire ça 5 fois. Une fois que j'ai fait ces 5 répétitions, je vais prendre 2 minutes de récupération et je vais faire une deuxième série. Ben là encore, vous allez voir, monter les escaliers, redescendre, faire de l'activation au niveau segmentaire en bas en faisant les marches, en faisant les montées de genoux, marcher, bien, tout ça va activer au niveau cardio-respiratoire et en même temps, les escaliers vont permettre aussi d'avoir une petite sollicitation musculaire. À la sortie, le temps estimé, c'est 6 minutes 40 sur cette séance. Donc on voit bien que là aussi, le temps, il est court. Alors, on pourrait dire c'est trop court pour solliciter, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Et ça ne sert à rien de vouloir démarrer par trop gros, parce que là, ça va être compliqué. Après, peut-être, si on est en échec, d'avoir la volonté de poursuivre. Donc, il vaut mieux commencer, quitte à trouver trop facile une séance, et puis y mettre des évolutions très progressives et les maîtriser. On le verra tout à l'heure, c'est dans le temps que ça paye. Ben là, c'est toujours pareil, on va retrouver évidemment tout le temps qu'on va pouvoir jouer sur les différentes constantes qui viennent déterminer la séance. Donc le nombre de répétitions, 2 x 6, 2 x 10. Et là, à l'inverse, une fois qu'on est peut-être arrivé à 1 x 10, si on veut tenir l'effort plus longtemps, eh bien à l'inverse de tout à l'heure, on va passer sur une seule série, mais qui va être à 15 répétitions, une seule série de 20 répétitions. Et là, donc, ça veut dire aussi qu'on aura progressé, puisqu'on arrivera à maintenir l'effort plus longtemps. On aura progressé en endurance. On va pouvoir augmenter le nombre de paliers, par exemple, aussi. C'est-à-dire, je vais faire 10 montées de genoux en bas de mon palier, mais au lieu de monter un palier, je vais monter 2 paliers, et puis je vais redescendre. Je vais pouvoir aussi bouger sur mon nombre de répétitions de renforcement musculaire. Je vais pouvoir changer de 2 façons différentes, par exemple. Je fais 10 montées de genoux en bas de mon palier, je monte mon palier. À mon deuxième palier, je fais 10 montées de genoux, je monte un nouveau palier, et ainsi de suite. Donc j'aurais bien augmenté, par rapport à celle-ci, j'aurais bien augmenté de 10 montées de genoux ma séance avant de redescendre. Ou je peux augmenter, imaginons, vous avez 5-6 paliers d'escalier devant vous, eh bien, j'augmente mon nombre de répétitions de renforcement musculaire à chaque fois. Donc, de 10, je passe à 12, je passe à 14, je passe à 20, pourquoi pas avec le temps. Donc, voilà une autre façon aussi de venir solliciter en cardio et en renforcement musculaire. J'ai essayé de vous mettre quelques séances toutes différentes sous la forme. Là, je vais pouvoir, pourquoi pas, aussi faire un exercice de renforcement musculaire dans un premier temps de ma séance et enchaîner après par un exercice d'endurance active. J'aurais pu choisir autre chose, mais c'est comme on l'a démontré. J'ai mis un peu les mêmes exercices. On peut faire 2 séries de 12 répétitions, par exemple, de squat sumo écart. Je vous rappelle, on est là, on vient engager la jambe, on se baisse, on revient. Et puis, une fois qu'on a fait ces 2 séries de 12 avec 30 secondes de récupération entre la première et la deuxième série, on prend 3 minutes, pourquoi pas, 3 minutes, enfin, pour dire un temps suffisant pour avoir récupéré de ça. Et derrière, on va partir sur un effort vraiment spécifique d'endurance par la marche active. On va se mettre, pourquoi pas, une intensité 4, et on va faire 6 minutes de marche active, récupérer 1 minute 30, faire 5 minutes de marche active, récupérer une 15, faire 4 minutes de marche active, récupérer 3 minutes. Voilà un exemple. Le temps estimé, 25 minutes. Là encore, on n'est pas sur 1 heure ou 2 heures, vous voyez, et vous avez là réalisé déjà quelque chose qui est significatif en termes d'évolution sur l'amélioration de vos capacités cardio-respiratoires. Toujours la même forme d'esprit pour faire évoluer les choses. Là où je faisais 2 séries, je peux en faire 3, 4. Là où je faisais 12 répétitions, eh ben, je peux faire 14, 15, 16, 20, voilà, et ainsi de suite. Et puis après, je peux venir augmenter également mon temps de soutien
non, excusez-moi, diminuer le temps de récupération entre mes efforts ici, qui resteront toujours 6, 5, 4, 3. Là où je récupérais une 30, je vais pouvoir récupérer une 15. Là où je récupérais une 15, je vais récupérer une minute. Là où, et là où je récupère une minute, je vais récupérer 45 secondes. Voilà. Là, c'est un autre exemple. Je peux tout à fait tomber, là aussi, une minute, 45 secondes. Je joue avec ces temps de récupération. Ça, dans un second, voire un troisième temps d'évolution de mes progressions. Autre séance. Je suis sur un terrain varié, je me mets sur une intensité 4 à 5 et je vais enchaîner en marchant. Une minute de marche active, je vais faire 8 extensions de cheville comme on a montré tout à l'heure. Je prends, mettons, 30 secondes de récupération. Je viens marcher 1 minute 30, je fais 12 squats, je prends 45 secondes de récupération. Je viens marcher 2 minutes, je fais 8 extensions de cheville, je viens récupérer 1 minute. Je fais 1 minute 30 de marche active, je fais 12 squats, je vais récupérer 45 secondes. Je vais marcher 1 minute actif et je vais faire 8 extensions de cheville. À la sortie, on aura fait 24 répétitions d'extension de cheville, 24 répétitions de squat. Il y aura eu 7 minutes de marche active pour un temps estimé de la séance de 11 minutes. Là aussi, vous allez voir donc que ça aura un impact efficace sur l'amélioration de vos cardio-respiratoires et de vos capacités musculaires. Et toujours pareil, on va pouvoir jouer sur le temps de soutien en marche active, passer à, pourquoi pas, 1:30, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Après, on fait un peu comme on le voit, l'essentiel c'est de marquer des progressions. Et puis, on peut tout à fait, là j'avais fait l'exemple d'une pyramide, hein, on monte sur le temps d'effort et on redescend sur le temps d'effort, mais on peut tout à fait rester sur un temps d'effort qui est toujours le même et faire, mettons, 5 fois 3 minutes, enchaîner avec des renforcements musculaires. Et où on prendra 1 minute 30 30 secondes, par exemple, de récupération entre les répétitions. On pourrait même aller jusqu'à, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, diminuer ces temps de récupération, voire les supprimer pour enchaîner 1 minute, 8 extensions, 1 minute 30, 12 squats et ainsi de suite. Donc c'est ces progressions-là qui font que vous progressez. On va pouvoir, il reste 2 séances, après j'aurai presque fini. Des séances de côte, par exemple, c'est un peu comme les escaliers, on va dire. On va faire 5 répétitions, 8 fentes alternées devant et on va marcher 45 secondes actifs dans la côte. Et on va redescendre marche sur la distance qu'on a gravie et on va recommencer, on fait 5 répétitions. Bon. Là, le temps estimé, il est à 9 minutes. Mais pour progresser, ben, là où on en faisait 6, évidemment, c'est toujours la même chose. On peut en faire 7, on peut en faire 8, on peut faire 2 séries de 5. Voilà, 2 séries de 6 et ainsi de suite. On peut augmenter le temps de soutien en côte, là où on peut passer à 1 minute, une 15, une 30. On peut augmenter le nombre de répétitions dans la série. Au lieu de faire 8 fentes, eh ben on en fait 10, on en fait 12, on en fait 20. On peut diminuer le temps de récupération. Donc dans la côte, au lieu de redescendre toute la côte gravie en marchant lentement, eh bien, on va commencer une descente, mais pendant un temps donné qui va être 30 secondes, 20 secondes, 15 secondes. Et puis on va redescendre 30 secondes et puis on va remonter. Voilà, alors il faut une côte là qui soit suffisamment longue devant soi pour pouvoir faire ce type d'exercice. Voire même on ne va pas redescendre, on va récupérer sur place et on va enchaîner l'ensemble des exercices dans la côte. Alors, la 6e séance, sur place, ah voilà, c'est sur place, c'est pour vous dire, là aussi, bon ben un jour vous aviez prévu de faire une petite séance et puis il pleut, vous n'avez pas envie de sortir, je ne sais pour quelle raison, voire même en vous promenant, vous avez un beau paysage devant vous et vous dites tiens je ferais bien quelque chose, eh bien on peut tout à fait faire aussi des exercices, enchaîner des exercices sur place, en faisant pourquoi pas, c'est un peu le même système. 1 minute de marche active, on fait 10 squats, 1 minute de marche active avec élévation latérale des bras. L'essentiel, c'est de faire le plus de mouvements possible pour créer un essoufflement à l'effort. Et on enchaîne ça, des 1 minute de marche avec différents mouvements des bras et qu'on vient alterner avec du renforcement musculaire.
Et on va pouvoir jouer sur notre temps de soutien de marche, sur le nombre de renforcements musculaires qu'on va faire, passer de 2 séries à 3 séries, toujours, vous voyez, à force, un peu le même système d'évolution des charges d'entraînement pour pouvoir progresser. Alors, maintenant, on a vu à peu près les types de séances qu'on pouvait faire, mais comment, dans l'idéal, on pourrait organiser ça dans sa séance. Alors, j'ai mis les 7 jours et puis pour essayer de faire une proposition. Et c'est de dire, eh bien, mettons sur le jour 1, on pourrait tout à fait, j'ai remis les séances qui étaient marquées là, on pourrait tout à fait faire la séance mixte cardio-renforcement musculaire, que j'ai décrit initialement sur la première séance. On laisse passer 2 jours, et puis là, on va faire simplement du renforcement musculaire des jambes, et pourquoi pas du haut du corps, mais une séance relativement courte, où on va faire 2 séries de 12 squats, 2 séries de 10 extensions de cheville, et du gainage, comme on vous l'a montré tout à l'heure, de 4 fois 20 secondes. Et puis, on va arrêter sa séance ici. Voilà, on aura, imaginons, c'est notre première semaine, on fait ça et ça sera déjà très bien. Là, ça va vous durer moins d'1 quart d'heure pour faire cette séance de renforcement musculaire. Et le lendemain ou au jour 6, eh bien, on va faire, pourquoi pas, une séance d'endurance active avec 5 fois 2 minutes de marche active à intensité 4 avec une récupération de 30 secondes entre les 2 minutes. On sera mobilisé 3 fois dans la semaine. On aura fait un exercice de sollicitation au plus haut de sa consommation maximale d'oxygène. On essayera. Un exercice qui sera plus axé sur de l'endurance active. Et un exercice de renforcement musculaire plus particulièrement. Si on passe à 4 séances, séance c'est des grands mots, mais je vais dire on va maintenir en exemple la séance mixte cardio, la séance d'endurance active, et on va faire 2 temps différenciés de renforcement musculaire. Et bien après la séance mixte cardio, le lendemain, on est chez soi, pourquoi pas, on peut bien faire un petit travail de renforcement musculaire du haut, 2 bouteilles dans les mains, on va faire des élévations latérales des bras, on va faire aussi, pourquoi pas, un travail d'équilibre. On a vu que c'était important, que ça chutait quand même considérablement avec l'âge, où on va se mettre, alors l'exercice, on va se mettre les 2 pieds dans le même plan, on va peut-être croiser les bras sur la poitrine et déjà pour commencer, premier exercice, tenir comme ça, sans équilibre, toujours on se rapproche d'une table si on veut être en sécurité pour pouvoir faire l'exercice. Donc on va voir, donc c'est complémentaire, là on aura travaillé un petit peu les jambes et le cardio, ici on travaille un peu le haut du corps et l'équilibre, là on peut retravailler un peu les jambes comme je l'ai montré tout à l'heure et on fait de l'endurance active. Si, je ne doute pas que certains d'entre vous ont déjà une activité peut-être en club, et donc vous aurez peut-être 1 ou 2 temps forts par semaine par rapport à une activité que vous faites, eh bien il sera tout à fait possible de venir utiliser des petits temps comme ça, plus faibles, en complément de ce que vous faites par ailleurs sur des exercices de renforcement musculaire à domicile. Voilà, j'en ai presque fini. Tout ça pour vous dire donc les activités physiques et sportives, c'est une discipline de vie pour vieillir en bonne santé, que pour créer des adaptations physiologiques, eh bien, il faut que l'effort, il y ait une intensité suffisante pour être efficace, il faut de la régularité. Si vous faites qu'une seule fois de temps en temps, vous allez faire autre chose, vous ferez du bien, vous déstresserez, vous passerez peut-être un bon moment, mais vous ne créerez pas forcément les progressions nécessaires à augmenter votre condition physique. Il faut mettre de la progressivité dans ce que vous allez faire. Surtout, encore une fois, si ça fait longtemps que vous n'avez rien fait, il faut des phases de réadaptation. Et puis après, commencer à rentrer dans quelque chose qui va venir cibler plus une progression de la qualité physique. Et il faut varier les types de séances que vous allez faire d'une fois à l'autre. C'est ce que j'ai tenté de vous montrer à travers la planification et l'enchaînement de 3 ou 4 séances dans la semaine. Et puis une fois qu'on a dit ça, il faut passer à l'action, c'est-à-dire il faut se motiver et il faut persévérer dans cette pratique pour que ça soit efficace. Et ce n'est pas toujours facile.
Parfois, on a oublié depuis trop longtemps, donc c'est la première chose qu'on va supprimer dans notre hebdomadaire. Donc pour ça, pour essayer de tenir dans l'effort, il faut déjà comprendre les enjeux. Si vous êtes en face de moi aujourd'hui, ou pour ceux qui verront cet enregistrement en replay, vous avez déjà franchi ce pas. Si vous vous intéressez à ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, c'est que vous savez déjà l'intérêt que ça peut avoir pour vous de faire de l'activité physique. Donc il faut déjà s'appuyer sur cette envie-là et cette compréhension des choses. Il faut vous fixer un objectif réaliste. Objectif réaliste, ça peut être, la dernière fois que j'ai fait une marche avec un groupe d'amis, j'étais en difficulté, ou ceux-ci, quand on marche, j'arrive pas à les suivre. La prochaine fois, enfin pas la prochaine fois, mais peut-être dans un mois, 2 mois, mon objectif c'est d'être avec eux. Voilà, je vous cite cet exemple parce que je l'ai eu plusieurs fois. C'est donc d'installer une routine de pratique dans votre hebdomadaire. La première des choses, avant même de s'intéresser au contenu que je vais tenter de vous expliquer, c'est de se dire, je mets mes baskets, je mets une tenue de sport et je m'accorde un temps, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine à faire quelque chose. Et ça, je m'y astreins au moins pendant les 2 premiers mois où ma première chose, même si j'abandonne ma séance au bout de 10 minutes parce que je ne me sens pas bien pour X raisons, j'ai fait le geste, je me suis imposé de démarrer quelque chose dans l'activité physique. C'est très important d'installer cette routine-là. Il faut être patient, c'est-à-dire les résultats arrivent avec le temps. Il ne faut pas vouloir attendre tout de suite. 1 mois, c'est pas long. Donc peut-être que les premiers résultats se feront une fois que vous aurez mis un peu d'assiduité, au bout de 2 mois, de 3 mois. Et par contre, il va falloir venir donc mettre des objectifs peut-être intermédiaires à plus court terme. Avant d'atteindre mon objectif principal, ça serait bien si dans 1 mois, je parvenais à faire ça. Voilà. Il faut positiver vos progrès, ne pas vous comparer aux autres. C'est ça qui est très important. On n'est pas dans une compétition, on est par rapport à son propre niveau et comment améliorer ma condition physique pour du mieux-être et avoir un impact positif sur ma santé. Chaque progrès est bon à prendre et on s'appuie dessus pour aller en chercher d'autres. Et puis, pratiquer seul, ça a l'avantage de pouvoir le faire au moment où on décide, là où on a envie, de le faire un peu à son intensité. Mais parfois, le faire avec quelqu'un peut être une aide. Le jour où on n'a pas trop envie, on sait qu'on a rendez-vous avec un ami, un copain pour aller faire un exercice ensemble. Ça peut aider à maintenir cette motivation dans le temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura été profitable et surtout j'espère, parce que ça serait mon vœu le plus cher, que vous vous empariez de ce qu'on va mettre à votre disposition pour pratiquer par vous-même en complément soit déjà de ce que vous faites, soit pour rentrer dans l'activité de plein pied et progresser et améliorer votre condition physique. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vais voir avec Antoine s'il y a quelques questions. Oui, alors bonjour à tous, bonjour Philippe, une question qui est apparue dans le chat. Est-ce que je dois voir mon médecin avant de reprendre l'activité physique? Alors oui, si on a un doute, alors vous savez, il existe des questionnaires qu'on appelle QAAP, qu'on peut retrouver sur Internet, c'est une série de questions, et puis si on a non à l'une des questions, il est préconisé de prendre contact avec son médecin. J'allais dire que si on a des dysfonctionnements fonctionnels, suite à des traumatismes, si pourquoi pas on a des craintes par rapport à des antécédents familiaux, oui, il sera toujours préférable de consulter son médecin auparavant, même si dans une grande majorité, une grande partie de la population peut passer à l'activité physique. C'est souvent même souhaiter d'y passer. Aujourd'hui, les médecins sont très favorables à inciter les personnes à commencer à rentrer, adapter, avec progressivité bien entendu, mais il vaut mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, bouger que de rester inactif. Pas d'autres questions sur le chat. Retrouvez toutes les informations sur le site capformsenior.fr et cette émission en replay sur le même site. Merci Philippe.